et bienvenue dans Agricois, le podcast qui répond à vos questions sur l'agriculture. Tu te poses des questions sur l'alimentation et l'agriculture? Eh ben moi aussi, je n'y connaissais rien il y a encore quelques années, et même si je suis citadine, je travaille depuis plusieurs années auprès des agriculteurs, et j'ai décidé de vous faire part de mes découvertes. Alors serre-toi un jus de fruits local ou un grand thé, et c'est parti pour la question du jour. De jolis papillons rouges, une jolie petite maison avec un petit champ, ça c'est une agriculture qui fait rêver, n'est-ce pas? C'est le choix du label HVE, Haute Valeur Environnementale. Vous l'avez sûrement déjà aperçu sur des produits ou notamment sur les bouteilles de vin, c'est là où il y en a le plus. Et ce label, il a été créé en 2012 et depuis, c'est carrément la guerre avec l'agriculture biologique. Il est jugé pas assez contraignant, voire carrément trompeur. Et en fait, la Fédération de l'agriculture biologique et UFC Que Choisir l'ont porté devant le Conseil d'État en début 2023. Mais qu'est-ce que c'est exactement que le label Haute Valeur Environnementale et le petit champ présent sur le logo est-il trompeur? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Comme je disais, le label HVE, ça date de 2012 et ce label, c'est un peu l'héritier de l'agriculture raisonnée. J'en parlais dans un épisode précédent. Mais ce n'était pas assez strict, donc le ministère a créé ce nouveau label, le label HVE, mais l'objectif, il est sensiblement le même, c'est-à-dire concilier les performances économiques et les normes écologiques. Les agriculteurs peuvent y adhérer sur la base du volontariat, mais bien sûr, il y a quand même une petite incitation du gouvernement. L'objectif, c'est d'atteindre 50 000 exploitations labellisées d'ici 2030. Donc pas vraiment choix. Et ce label HVE, il fonctionne sur 3 niveaux. Le niveau 1, c'est tout simplement respecter les conditions qu'il y a dans la PAC pour pouvoir toucher les aides de la politique agricole commune. Donc en gros, si tu respectes les critères pour avoir la PAC, t'es dedans. C'est pas très contraignant. Le niveau 2, ça va être déjà avec quelques exigences, avec une obligation de moyens. Donc tu dois montrer que tu as mis des choses en place. Et le niveau 3, c'est le niveau qualifié de haute valeur environnementale. Et là, c'est fondé sur plusieurs critères qu'on va détailler ensemble et avec une obligation de résultat. Et c'est ce niveau 3 qui est crédité donc d'une mention valorisante qui en fait permet tout simplement de mettre le logo sur les produits. Donc fondamentalement, les agriculteurs ils commencent généralement au niveau 1 et ils passent directement après à la certification du niveau 3, puisque si tu te lances dedans, c'est généralement que tu as envie de le mettre sur ton produit. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce label? Si on regarde un peu le niveau 3, qui est donc celui qui est intéressant comme je le disais. Il y a 4 piliers dans la haute valeur environnementale: la préservation de la biodiversité. Donc, c'est-à-dire, on va regarder les insectes, les arbres, les haies, les fleurs, enfin tout ce genre d'éléments de la biodiversité. En 2, il y a la stratégie phytosanitaire. Donc là, on va regarder l'utilisation des pesticides, les outils à la décision. En 3, il y a la gestion de la fertilisation. Donc, on regarde s'ils utilisent des légumineuses, des couverts végétaux, tout ça. Et en dernier, la gestion de l'irrigation, qui sont les apports d'eau. Donc, pour résumer, le HVE, c'est 4 piliers: la biodiversité, les pesticides, les engrais et l'eau. Et là-dedans, il y a plusieurs critères et l'objectif est d'avoir 10 points par pilier. Ça, c'est le cadre général. Mais si on met les mains dans le système de notation, voilà comment ça se passe. Pour vous donner des exemples, si tu mets 3 ruches sur ton exploitation, tu as 1 point. Si les haies, les mares, etc. représentent moins de 5% de ton exploitation, tu as 0. Mais si ça représente plus de 10% de l'exploitation, tu as 7 points. Donc c'est un système de points comme ça. Dans chacun des piliers, on va mesurer par rapport à différents critères comment fonctionne ton exploitation, ce que tu as, etc. Et l'objectif est d'avoir 10 points par pilier. Si tu obtiens du coup un minimum de 40 points sur l'ensemble des piliers, et bien du coup tu es labellisé HVE niveau 3. En gros, c'est un peu comme les partiels à la fac. Tu obtiens une note globale et en fonction de nos résultats, si tu es moins bon en histoire mais au top endroit, et tu passes. Là, c'est un peu pareil. Si tu as pas de ruche mais que tu as beaucoup de prairies, en gros, tu obtiens les points de biodiversité, pour simplifier. En plus de ça, on rajoute qu'il y a 2 systèmes. Donc, il y a la voie A qui est celle que je viens de vous décrire avec ce système de compensation, mais il y a aussi une voie B. Et là, c'est carrément l'autoroute de l'écologie. Donc, oubliez le système à points. On analyse le poids des surfaces écologiques, donc les haies, les mares, les surfaces enherbées. On regarde si elles sont supérieures à 10% de la surface agricole et que le poids des intrants, donc l'utilisation des engrais et des pesticides, est inférieur à 30% du chiffre d'affaires. Et là, ils arrivent au niveau 3.
Et donc même si tout le monde ne l'a pas utilisé, c'est en soi assez facile à atteindre pour les viticulteurs notamment, parce que forcément le chiffre d'affaires dans le monde du vin est assez élevé, donc que le poids des intrants, des pesticides, des engrais, l'achat des engrais, des pesticides soit inférieur à 30% du chiffre d'affaires, on y arrive assez facilement. Et en plus, dans les cultures, dans les vignes, vous voyez bien qu'il y a de l'herbe, qu'il y a des bandes enherbées entre les vignes assez souvent. Et donc du coup, pareil, c'est assez facile d'atteindre 10% de surface enherbée de la surface agricole. Donc fondamentalement, la voie B est facile à avoir. Donc l'avantage du label HVE, c'est que c'est flexible et ça s'adapte aux exploitations, puisqu'ils peuvent regarder les différents critères qu'il y a dans chacun des piliers pour essayer d'avoir ce système, pour essayer d'avoir les 10 points. Mais l'inconvénient, c'est que tout se compense. Donc c'est pas très contraignant. Ils font en fonction de ce qu'ils ont déjà sur l'exploitation. Et c'est là vraiment la différence avec l'agriculture bio, dont le cahier des charges supprime par exemple purement et simplement l'utilisation des pesticides de synthèse, ou limite la densité d'animaux par mètre carré. Donc d'un côté, on a un système très large et flexible, mais qui permet de s'adapter à chaque type d'exploitation. De l'autre côté, on a un cahier des charges beaucoup plus contraignant, mais comme je l'expliquais dans l'épisode sur l'agriculture biologique, certains agriculteurs, même s'ils voudraient être en bio, ne peuvent pas parce que leur système d'exploitation ne rentre pas dans ce cahier des charges qui est très contraignant. Donc ça peut être aussi un frein à la transition, par exemple. Donc c'est vraiment deux logiques différentes, deux labels différents. Et donc si on revient au HVE, vous rajoutez un système de compensation, une voie B qui est assez moyenne dans le fonctionnement, et en plus, le gouvernement français voulait mettre le HVE dans la PAC, donc la politique agricole commune, au même niveau que l'agriculture bio. Ça veut dire qu'un éleveur, qu'il soit labellisé HVE ou bio, recevrait le même pourcentage d'aide. Et ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, d'où le fait qu'il porte le sujet au Conseil d'État. Donc le sujet ne s'arrête pas là, il y a quand même des évolutions en cours, ils n'ont pas laissé ça comme ça. La première chose, c'est l'évolution d'automne 2022. Donc en fait, le cahier des charges a été revu. Déjà, la voie B, on n'en parle plus, elle a été supprimée. Et on rajoute des critères dans chacun des piliers. Donc par exemple, dans la biodiversité, on voit apparaître la qualité du sol. Donc il y aura des analyses microbiologiques et un comptage des vers de terre pour voir la qualité du sol. Dans les pesticides, il y aura l'interdiction des pesticides les plus critiqués. Et par exemple, pour les engrais, il y aura la prise en compte de la quantité d'azote totale utilisée sur l'exploitation. Et il y aura également un peu moins de points accordés dans chacun des critères, et donc il faudra en cumuler un peu plus pour pouvoir atteindre les fameux 10 points par pilier. Et pour la PAC, le HVE est valorisé au niveau supérieur, donc il y a le niveau standard d'aide, le niveau supérieur et le niveau bio qui sera au-dessus. Donc il n'y aura pas le même niveau d'aide donné aux deux. Donc voilà, donc la première évolution, on voit quand même des critères un peu plus restreints sur le HVE. La deuxième chose, c'est différentes propositions d'évolution qu'on peut retrouver notamment dans le rapport de l'Office français de la biodiversité qui a sorti donc ce rapport fin 2022. Et il explique par exemple que le HVE n'inciterait pas forcément à un changement de pratique. C'est aussi un retour que j'ai sur le terrain où en fait une exploitation qui travaille déjà bien, qui a déjà fait évoluer son système d'exploitation, on va dire, ça ne lui demande pas beaucoup d'évolution pour arriver au niveau 3. Par contre, il signale par exemple que des exploitations, notamment en céréales, le label HVE peut déjà être contraignant sur la question des pesticides par exemple. Donc ça va vraiment dépendre des exploitations, mais de façon générale, il n'est pas très contraignant. Donc les deux modifications principales, on va dire, que l'on peut noter, que propose l'OFB, ça serait par exemple d'avoir des critères obligatoires. Oui, on peut compenser avec plusieurs critères, mais il y en aurait certains qui seraient obligatoires pour pouvoir avoir le label HVE. La deuxième chose, il demande aussi par exemple à changer le nom. Haute valeur environnementale peut en effet être assez mensonger puisque c'est moins contraignant que l'agriculture biologique. Ça donne un peu une idée d'excellence alors que l'objectif est avant tout une incitation au changement. Et le troisième point, la troisième évolution qu'on pourrait noter, c'est également se dire que au lieu de voir la bio et le HVE comme concurrents, on pourrait aussi un peu plus les présenter comme complémentaires aux consommateurs, dans le sens où la bio permet de valider des critères, comme je le disais, sur l'utilisation des pesticides, mais le HVE inclut des critères sur la biodiversité qui ne sont pas forcément présents dans le cahier des charges de la bio. Donc par exemple, j'ai déjà vu des exploitants qui ont les terres validées en bio, mais l'exploitation en HVE.
Donc l'un n'empêche pas l'autre, mais ça demande quand même un sacré éclaircissement pour le consommateur. Donc pour conclure cet épisode, l'objectif est ici vraiment d'éviter une concurrence entre HVE et bio. Ce sont deux labels différents, deux objectifs différents. Et il faut que le consommateur le sache. Le fait que le HVE ait vocation à inciter les agriculteurs à entamer leur transition peut être une bonne idée, notamment quand certains n'ont pas les moyens d'atteindre l'agriculture bio ou que certains jugent ça trop compliqué. Ça peut faire quand même un accompagnement, une aide à la réflexion pour faire avancer son entreprise. Mais par contre, il faut que ce soit vraiment un avancement. Il ne faut pas que ça laisse simplement les agriculteurs dans la situation qu'ils sont aujourd'hui sans forcément avoir d'incitation. Donc ça serait vraiment intéressant de rendre le label HVE, notamment le niveau 3, un peu plus contraignant. Et comme ça, en plus, ça pourrait donner la possibilité aux consommateurs de soutenir ce changement. Mais il faut aussi qu'ils aient confiance dans ce label. Donc il manque encore quelques étapes avant que le HVE soit réellement une incitation à la transition écologique. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir me dire sur Instagram ou même sur YouTube en commentaire ce que vous en pensez, vous, de ce label, si vous l'avez déjà vu, si vous trouvez que le terme de haute valeur environnementale est assez trompeur ou pas. N'hésitez pas à venir me dire un peu ce que vous en pensez en tant que consommateur. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, que ce soit sur Spotify, Instagram ou YouTube. Cela m'aide beaucoup, vraiment beaucoup. Et on se retrouve dès la semaine prochaine. À bientôt.